Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'esthète. Aujourd'hui, vous avez entendu en introduction les pages de mon livre que je tournais tout simplement. Voilà. Je faisais défiler les pages pour rechercher ce que je voulais et je trouvais que ça faisait un peu une petite introduction ASMR. Aujourd'hui, j'avais envie de parler parce que je suis tombée sur pas mal de publications sur les relations hommes-femmes. Et un sujet que j'aime énormément puisque je suis une fervente adepte de l'astrologie. C'est magnifique. C'est passionnant. Là, je suis j'ai pris pour pouvoir aborder le sujet un livre, un des fameux livres que j'ai à la maison. J'en ai trois. Euh, donc là, je vais rendre à César ce qui est à César. Le livre que j'ai sous les yeux et que je pourrais vous conseiller si vous avez envie de vous intéresser à l'astrologie. Euh, Parce que, oui, attention, l'astrologie, on parle de l'étude du thème astral. Donc l'astrologie, je vais essayer de trouver une définition pragmatique pour les personnes qui nous écoutent. Euh, L'astrologie, c'est l'étude du thème astral. Et le thème astral, pour vulgariser, c'est tout simplement le système solaire au moment T de votre naissance, euh, avec donc votre date de naissance exacte, avec l'heure précise et les coordonnées GPS. Grosso modo. Mais qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie, oui, c'est l'étude du thème astral, mais pour moi, parce que là j'essaye de regarder aussi un petit peu une définition par rapport au livre que j'ai sous les mains. Sous les mains, oui, bien sûr. Sous la main. Mais ça se dit, en même temps on a deux mains. Alors, oui, comme je disais donc, le livre s'appelle Décrypter votre thème astral de Julie Gorse. Gorse Gorset Gorse. Oui, c'est ça. Éclairer votre chemin de vie grâce à l'astrologie. Donc c'est du coup décrypter le thème astral. Donc c'est vraiment l'étude approfondie. Hein. C'est pas juste on s'intéresse aux signes. Moi je suis bélier donc je suis comme ça. Je suis gémeaux donc j'ai cette particularité là. Non. On va s'intéresser au thème global, le thème astral. Donc on va avoir du coup comme je l'ai dit la représentation du système solaire. Euh, Au moment de notre naissance. Donc, c'est un peu comme apprendre, comme le dit en introduction l'autrice, euh, c'est comme apprendre une nouvelle langue finalement. Parce que c'est comme apprendre une langue étrangère, parce que les sigles, les signes ont. Alors je ne saurais pas dire si ça se dit hiéroglyphes, non, c'est pas des hiéroglyphes, mais c'est le langage oui, le langage de l'astrologie, le langage des astres. Alors pour une vision un petit peu ésotérique, l'astrologie ce serait la relation que l'homme entretient avec l'univers, puisque c'est en lien avec les saisons, avec le système solaire, avec la Lune, avec les planètes, avec les astéroïdes, etc. etc. Je ne suis pas une professionnelle de l'astrologie, je ne suis pas astrologue, hein, je tiens à le signaler quand même et à le souligner, parce que bien évidemment, euh, il y a forcément des bêtises que je vais peut-être dire, je ne sais pas. Je ne suis pas une professionnelle, en tout cas, je suis une amatrice, une fervente adoratrice, ça se dit, je ne sais pas. On va regarder, tiens, si ça se dit. Adoratrice. Allez, on va pas regarder, on va se dire que ça se dit. J'aime bien le terme. Une fervente adepte, voilà. Et ce qui est intéressant dans l'introduction du livre, c'est que l'autrice explique que c'est une transmission ancestrale. L'astrologie, ça a commencé 2000 avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ à l'époque des Sumériens. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve la première transcription écrite de l'astrologie. Donc, ah oui, je suis en train de voir justement, il y a pas mal de signes, notamment l'œil d'Osiris, qui est représenté juste à côté de l'introduction dans le livre. Euh, Ouais, c'est très intéressant parce que en fait, il y a pas que ce n'est pas que l'astrologie, il y a plusieurs courants. On appelle ça les différents courants astrologie traditionnelle, astropsychologie,
astrologie humaniste, astrologie karmique, astrologie mondiale, astrologie indienne, astrologie chinoise. Bon, ça, forcément, les deux derniers, on les connaît. L'astrologie indienne et l'astrologie chinoise. D'accord. Parce que forcément, c'est pas la même chose en Occident. En fait, toutes les civilisations, finalement, tous les peuples, peu importe où ils se trouvaient sur le globe, avaient une interprétation en lien avec la nature, hein, que ce soit les Amérindiens, les Indiens, les Asiatiques et les Occidentaux, bien évidemment. Hein. Là, c'est vraiment quand même, enfin, ce livre-là, il est vraiment axé sur l'astrologie occidentale. Hein. C'est important de le préciser quand même. Mais je trouve, j'ai pas terminé l'intégralité du livre, hein, comme 90% de mes livres où je suis à la moitié ou alors je pioche dans des chapitres qui m'intéressent. J'ai parfois du mal. Bon, c'est un trait de personnalité ou alors ah non, les livres que j'ai terminés, c'est que vraiment ils m'ont happé, ils m'ont plu d'une manière où j'en devenais obsessionnelle. C'est-à-dire que je voulais à chaque nouvelle page en apprendre plus, approfondir le sujet. Et j'étais totalement happée, mais assoiffée de connaissances et d'en apprendre de plus à chaque page. Non, mais ça veut pas dire que les autres m'ont pas plu. J'aimerais bien avoir une analyse là-dessus. Ouais. Alors, je regarde en même temps un petit peu les chapitres que j'ai. Pourquoi je voulais parler d'astrologie aujourd'hui? Oui, pourquoi? Parce que je suis tombée sur une fille sur Instagram, tout simplement, hein, qui vulgarisait l'astrologie en mettant une photo. Enfin, j'adore regarder ce genre de compte Instagram qui prend l'astrologie au second degré avec des clichés, parce que les clichés ne sont pas forcément faux. Hein. Tout cliché n'est pas faux, tous les stéréotypes ne sont pas faux. Hein. Stéréotypes de genre astrologique. Par exemple, ce qu'il disait, c'était c'était les plus séducteurs, les plus infidèles, etc., etc. Et ça découlait de ce que je disais au tout début de ce podcast, les relations hommes-femmes. Et alors, l'astrologie n'est pas une science à proprement parler, clairement, on est d'accord. Pour les plus pragmatiques d'entre vous, je le comprends totalement, hein, qu'il y a des personnes qui n'y croient absolument pas, restent très sceptiques. Je suis aussi une personne pragmatique qui a besoin euh, de biais de validation, ou peut-être de preuves, hein, tout simplement. Je suis un peu comme saint Thomas, hein, j'ai besoin de voir les choses pour y croire. Ouais. Mais c'est juste que non seulement ça m'a vraiment, enfin l'astrologie dans ma vie m'a beaucoup aidé à titre personnel à gérer les relations humaines, les relations humaines. Euh, c'est une prise de conscience que l'astrologie, c'est un petit peu comme le MBTI, qui est le MBTI, c'est un questionnaire qui permet d'avoir, à la fin de ce questionnaire, en y répondant honnêtement, hein, comme pour tout, mais l'honnêteté n'est pas forcément positive. Il y a, enfin, c'est pas vraiment un jugement de valeur, mais si, dans le sens où quand on fait ce questionnaire, il faut être pragmatique et honnête. C'est-à-dire que si la question est êtes-vous infidèle en couple, si vous l'êtes, mais que vous savez que vous avez ce- vous n'avez pas envie que ça se sache, ou tout simplement vous faites preuve de mauvaise foi et c'est ok parce que c'est vu comme quelque chose de très négatif, de péjoratif et de mal. Moi, je fais aucun jugement de valeur. Ok, si j'en fais, mais là, je vais pas en faire. Ok, vous avez compris que voilà. Pour moi, l'infidélité, c'est des personnes qui... Ah non, on va divaguer dans ce podcast, clairement. Euh, Et je le fais de toute façon avant tout pour moi, parce que ça amène à réflexion aussi. Et des fois, je change d'avis en faisant des podcasts que je ne poste pas forcément. Hein. Mais là, sur ce sujet-là, mon point de vue ne changera pas. En tout cas,
Non, parce que c'est viscéral, c'est en lien avec des valeurs profondes qui, pour moi, peut-être que c'est une construction de l'esprit, m'appartiennent et font ce que je suis. C'est intéressant aussi de se poser la question. Est-ce que nos valeurs et nos jugements font qui nous sommes? Ou est-ce que c'est ce que nous sommes qui font que nous sommes, que nous pensons ça et que... Bonne question. Est-ce que c'est nos croyances qui font ce que nous sommes ou est-ce que c'est ce que nous sommes qui font nos croyances? Vous avez 4 heures. En tout cas, les personnes infidèles sont pour moi des personnes qui ont une estime d'eux-mêmes très basse. Je pense qu'ils ont aussi le concept du FOMO, qui est en lien avec la société actuelle. Sociologiquement, on peut analyser que on est dans une société, et puis c'est un fait pragmatique, on est dans une société de consommation, on est dans une société capitaliste. Autant sur des... c'est autant d'un point de vue matériel qu'un point de vue humain et émotionnel que nous sommes dans une société de consommation. Il faut, par exemple, il suffit de voir la publicité. La publicité vend un produit ou un service en faisant miroiter un bonheur ultime et un condensé d'émotions et d'hormones de plaisir. Pardon. Je vais boire un verre en attendant. Un petit peu d'ASMR. Tu veux Où j'en étais? Alors, on a dit qu'on acceptait les blancs. Je vais prendre le temps. Oui. Oula, pardon. On est dans une société de consommation et on le voit déjà par rapport, comme je le disais, aux publicités qui, pour vendre un produit, nous font miroiter un condensé d'hormones. J'ai plein d'exemples en tête. Par exemple, et c'est des besoins intrinsèques, des besoins profonds en lien avec la pyramide de Maslow, donc des besoins qui sont... on a tous les mêmes besoins, à variations différentes, et à proportions différentes. On va avoir, par exemple, et je pense que c'est en lien avec le caractère de chacun et l'essence même de chacun, et l'éducation aussi, la culture. Personnes qui vont avoir un besoin de sécurité beaucoup plus fort que d'autres. On va regarder, tiens, la pyramide de Maslow. Et quand je dis, par exemple, des personnes qui vont avoir besoin de plus de validation que d'autres, est-ce que c'est l'ego? C'est du narcissisme? Les deux sont liés, de toute façon. La ligne est fine entre les deux, entre l'ego et le narcissisme. Pyramide de Maslow. Je les ai plus tous en tête. Je les ai, mais pas dans l'ordre. Alors, en base de base, besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin d'accomplissement. Donc on part du décroissant, du plus important au moins important. Donc du bas de la pyramide vers le haut. Donc les besoins physiologiques... Pourquoi j'ai parlé comme ça? Les besoins physiologiques sont des besoins... Ça fait très journaliste. D'ailleurs, il y a un créateur de contenu qui a fait toute sa carrière là-dessus. Je pense qu'il est sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux, même sur YouTube. Où en fait, il reprend tout simplement une voix de journaliste en faisant un reportage. Par exemple, les besoins physiologiques. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Les besoins physiologiques sont des besoins nécessaires à tout être humain. Par exemple, celui de manger, de boire, de dormir
de s'habiller. J'en ai pas d'autres. Et voilà. Non mais j'ai pas ça, j'ai pas la vibes en tête, mais bon, j'ai déjà fait ce que je pouvais. Donc les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Très intéressant. Bah, en fait, c'est ce que j'ai vu en cours d'économie. Elle est utilisée, donc cette pyramide de Maslow, elle est utilisée en marketing pour adapter ses produits et services aux consommateurs. Ah, voilà. Voilà. Drop de mic, tout simplement. Et du coup, le besoin, alors, on pourrait donner des exemples. Le besoin d'accomplissement, c'est celui qui est en dernier. C'est peut-être en lien avec la carrière professionnelle, avec la religion peut-être, le fait d'avoir fait le bien dans sa vie, d'avoir eu des enfants et de leur avoir donné la meilleure éducation possible, d'avoir fait honneur à l'éducation de ses parents, de les avoir rendus fiers. Ça peut être plein de choses. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Hein. Je n'ai pas de définition à proprement parler sous les yeux. Quel est le besoin le plus élevé dans la pyramide de Maslow? Les besoins basiques, physiologiques. Ah bah oui. Quel est le plus grand besoin de l'homme? Le besoin d'actualisation de soi. Ça voudrait dire... Ah oui, donc ils sont en train de dire que dès qu'un besoin est satisfait, on passe à l'autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Dès qu'on a les besoins physiologiques, c'est-à-dire que on peut s'habiller, on peut boire, manger, respirer. Le besoin de sécurité, ça va être d'avoir un toit, un travail, justement, d'avoir des ressources. Besoin d'appartenance. Hmm. Hmm. D'avoir une vie sociale et une famille, hein, des liens sociaux. Besoin d'estime, c'est la validation. Et oui, la validation de l'autre et des autres et du groupe. Et besoin d'accomplissement, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, se réaliser par rapport à ce qu'on veut réellement au fond. Donc notre mission de vie ou notre objectif de vie. Pardon. Et nous avons divagué, et c'est très bien. Et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Je parlais du fait que oui, les rapports hommes-femmes, société de consommation, infidélité, ok, moi j'étais vraiment partie loin. Et donc tout ça pour dire qu'on est dans une société de consommation et que les personnes infidèles ont le FOMO, donc Fear of Missing Out. J'en ai parlé dans le précédent podcast, enfin un des précédents podcasts, parce que je ne sais pas quand je vais poster tous ceux que j'ai en attente, puisqu'il faut que je fasse du montage. Ah. Et on en parlait, et en gros, c'est d'avoir peur de manquer une occasion, quelque chose, qui serait forcément positif, forcément. Euh, D'ailleurs, j'en ai parlé avec une psychologue du FOMO et elle me disait justement que le, le FOMO est une illusion parce que tant que tu n'accepteras pas, et d'ailleurs c'est un des livres que j'ai lu d'un psychologue, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, qui disait que tant que tu n'accepteras pas les moments de bad et les périodes de ta vie dans le creux de la vague, parce que la vie est un cycle composé de différents cycles. Hein. Donc la vague, faut surfer en fait. Donc il y a des vagues, on est dans le creux de la vague et après quand tout se passe bien, on surfe dessus parce qu'elle est haute et ainsi de suite, ainsi de suite. La vague ne fait que monter, descendre, etc. C'est une belle métaphore de la vie, une vague. Et elle me disait, et même dans le livre du psychologue qui abordait le sujet du FOMO, tant que on ne sera pas serein, calme et dans l'acceptation qu'il y aura des moments où, oui, on s'ennuiera, on sera seul
Et d'ailleurs, la solitude, je pense que c'est hyper important de l'apprivoiser et de l'accepter. De l'apprivoiser et de... Parce qu'en fait, si tu l'apprivoises, ce n'est plus quelque chose que tu verras de négatif, mais plutôt de positif. Et je discutais avec un chauffeur Uber de ça, pendant que je faisais une course. Pendant que je faisais une course. Oui, je fais la course. Non, pendant que j'étais dans la voiture. Et je lui disais... ah non, moi j'ai aucun problème à aller au restaurant seule. Je dis pas que ça a été facile, parce que quand j'étais plus jeune, c'était dur. Euh, Ce qui était dur, c'était pas le fait d'être seule finalement. Parce que t'es au restaurant, tu manges. Tu profites de ton repas et t'es beaucoup plus connecté. Surtout qu'à l'époque, j'avais pas de téléphone portable. Donc, les moments où j'étais seule à la cantine, au lycée, au collège ou autre, ou n'importe quel endroit, au restaurant, pour diverses raisons, bah, je le voyais comme quelque chose de négatif. Finalement, je vais même pas parler d'astrologie dans ce podcast. Mais ce que je voyais de négatif, c'était pas le fait d'être seule, c'était le regard des autres. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que j'ai pas d'amis, ils vont dire que je suis pas, je suis pas agréable, je suis pas une personne intéressante. Il y avait cette notion de valeur. Je n'ai pas de valeur si je suis seule. Et c'était pas tant le moment, parce qu'en fait, le moment, je l'acceptais plutôt bien. C'était le regard des autres. Et quand on se détache de ça, maintenant c'est l'inverse, parce que j'ai compris que j'avais besoin de ces moments de solitude. Et d'ailleurs, je fais beaucoup d'actions seule et ça me plaît en fait. Mais il faut un juste milieu. Faut pas non plus être comme quelqu'un que je connais qui est très seul et qui part en vacances toujours seul. Euh, Toujours seul. C'est-à-dire que c'est vraiment non, non, je veux être seul. Donc partir en vacances seul et ne veut pas être en couple, veut rester seul. Euh, oui, c'est se renfermer sur soi. Là, c'est pas forcément très bon. C'est. Comment je pourrais dire ça? C'est abandonner un peu le besoin d'appartenance finalement et le besoin de sécurité. Ça veut pas dire qu'on a besoin des autres pour être en sécurité. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on a besoin de se sentir appartenir à un clan. C'est mon analyse en tout cas. Donc, les personnes infidèles sont des personnes tout simplement qui ont peur de manquer, peur de perdre une occasion, qui n'ont pas confiance en eux, qui ont besoin de validation, qui ont besoin de remplir leur ego, et, mais du coup qui sont lâches parce qu'elles n'ont pas le courage d'aborder le sujet avec la personne avec qui elles sont en couple. Alors après, on peut avoir 20 millions de débats sur ce sujet-là. Est-ce que c'est inné? Est-ce que l'être humain est monogame? Est-ce que c'est une question de genre? Oui, après, biologiquement, il suffit de voir les études. Les hommes ont beaucoup plus de testostérone et beaucoup plus... Pas tous, hein, c'est une généralité. Donc pour faire une moyenne, il faut bien parler d'un concept. On peut pas prendre des cas individuels parce que je sais très bien que... Ah non, mais un tel, il n'a pas du tout de libido. Bien sûr, la sexualité existe. Bien sûr. On parle de généralité et on parle d'études scientifiques qui ont démontré clairement que les hommes ont un taux de testostérone et un besoin sexuel plus élevé que les femmes. Oui. Mais mis à part le genre, bien évidemment, on peut aussi parler... Non, ça va pas. Mon analyse n'est pas bonne. Hein. Non, ce que je veux dire par là, c'est que mis à part le genre, de toute façon, ce n'est pas qu'une question de genre. Il y a autant, enfin, il y a bien évidemment des femmes infidèles aussi, hein, on parle pas de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que dès le début, j'ai dit une personne infidèle, non pas un homme ou une femme. Euh, Ce qui est intéressant, quand même, c'est que la personne ne se remet pas en question
ou alors la personne a peut-être peur aussi. Le fait de ne pas avoir le courage de dire les choses, c'est aussi par peur de la réaction de l'autre. Mais pour moi, si une personne ne communique pas avec son partenaire, pourquoi rester avec? Oui, il y a plein de tabous, mais justement, le but d'un partenaire, c'est de pouvoir parler de tout. Voilà. Terminons sur ce... Reprenons le véritable sujet, parce que là, j'ai fait la moitié du podcast, même plus, je ne sais pas, à parler d'autre chose. Mais c'était intéressant. Et donc, oui, alors en fait, tout ça pour dire qu'à la base, ce que j'avais vu, c'était les signes astrologiques les plus séducteurs, / les plus infidèles. Et donc, les plus séducteurs, dans ce que j'avais vu, je vais vous donner voilà, le top 3. Les plus séducteurs sont en premier Balance, Lion et Bélier. Et en quatrième, Scorpion. Est-ce que je suis d'accord ou pas? Je sais pas. Je vais pas donner mon avis pour l'instant. Et alors, je regarde pour les autres, pour les plus infidèles. Alors, les plus infidèles, je l'ai sous les yeux, il faut juste que je le retrouve. Oh là là. Alors, les signes les plus infidèles, c'est Poisson, Lion, Taureau. Bon, c'est totalement faux. Hein. C'est faux. Sur les infidèles, c'est faux. Sur les plus séducteurs, c'est pas faux. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors là, il y a vraiment, là, c'est vraiment ma personnalité qui ressort. Parce que je regarde ça, je me dis, mais n'importe quoi, mais vous n'êtes pas des astrologues. Je n'en suis pas une, ok. Mais j'ai beaucoup plus de connaissances que vous sur le sujet pour vous dire que c'est faux. Déjà, il n'y a pas une tangente. Parce que c'est le signe solaire qui est pris et non pas l'ascendant. Il faut prendre aussi Vénus, Mars, principalement quand même Vénus, puisque c'est la façon d'aimer, et la Lune, bien évidemment, qui est la gestion des émotions. Mais les signes les plus infidèles, on les connaît quand même. Hein. Le top 1, c'est quand même les Gémeaux. Ah ouais, les Gémeaux, oui. Les Gémeaux, double personnalité, un besoin viscéral d'expérimenter, de rencontrer. C'est la connaissance, c'est le besoin de connaissance, le Gémeaux. Le besoin de connaissance, le besoin de communiquer, le besoin de tout savoir et d'expérimenter. Après, les Verseaux aussi sont quand même très infidèles. Après, c'est que mon analyse, hein, c'est que mon avis, hein, franchement. Sagittaire, ah bon? Non, j'y crois pas. J'y crois pas trop. Ah, peut-être, peut-être. Poisson, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, ouais, j'ai tout balancé. J'ai balancé la totalité des informations croustillantes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que ces signes auraient cette réputation-là. Déjà, par rapport aux signes séducteurs, la balance, bon, je vais le dire, hein, mais la balance, c'est un signe qui est régi par Vénus, hein, qui est donc la planète de l'amour. Et pourquoi Ah, c'est intéressant ça. Non, mais je suis en train en même temps de regarder. Excusez-moi, je suis en train de regarder parce que dans le livre il y avait des choses intéressantes. Quelque chose qui m'a interpellée, c'était nous pourrions dire que parmi les planètes, le soleil et la lune forment un couple. Si le soleil représente le père, l'époux, le principe masculin en soi, l'esprit, la lune de son côté représente la mère, l'épouse, le principe féminin en soi. L'âme. Nous pourrions former un deuxième couple avec Mars et Vénus. Si Mars représente l'amant, l'expression des désirs, l'homme dans sa séduction, Vénus figure la maîtresse et désire la femme dans sa séduction. Voilà. Donc c'est en lien avec ce que je disais, puisque Vénus est en lien avec... c'est la planète de l'amour, hein, donc de la séduction. Donc les signes qui sont régis par Vénus sont Balance et Taureau. Après, il y a bien évidemment des différences entre les deux. Hein.
Bah, la Vénus taureau, par exemple, donc taureau c'est un signe de terre, ça va être une Vénus sensuelle dans le ressenti des cinq sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent que les taureaux adorent manger et adorent cuisiner, sont très bons vivants. Euh, c'est en lien avec ça. Donc, beaucoup dans le ressenti des cinq sens. Donc les taureaux vont être très sensuels au niveau du toucher. Ouais, plutôt au niveau du toucher, peut-être des bons danseurs. Après, c'est que mon analyse. Peut-être des bons danseurs, des bons partenaires du coup sexuels puisqu'on est dans le toucher. Euh, des beaux parleurs peut-être. C'est en lien avec Louis. Voilà, c'est quelque chose que enfin, j'y réfléchis là, c'est vraiment sur l'instant T. Alors, tandis que la Vénus balance, puisque la balance est un signe d'air, elle va être sensible à l'art, au beau, dans l'apparence esthétique, qui pourrait être très... comment je pourrais dire ça? On pourrait penser que les balances sont superficielles en fait. Alors que non, en fait, les balances, elles vont, on va aimer, parce que oui, je suis balance, ok, voilà, c'est bon, je l'ai dit, je l'ai dit. De toute façon, je l'avais déjà dit dans le podcast avec Romain concernant la passion et le travail. Donc, bon, ce n'est pas un spoil. Sensible au beau et dans l'apparence esthétique. On va aimer le charisme, l'assurance. Mais le charisme dans l'esthétique au beau, c'est pas la superficialité, c'est justement la beauté pure. Euh, je, je sais que les balances, elles vont être très sensibles à un sourire charmeur, euh, à une prestance, à une assurance, à une belle éloquence aussi. La balance reste un signe d'air, donc elle va beaucoup apprécier l'éloquence, l'intelligence d'une femme ou d'un homme. Tout ce qui est noble et beau. La balance est un esthète, hein, clairement. Un esthète, une esthète. Ah ouais, là c'est fou, là. On dit un esthète. Je suis certaine. Mais oui, un esthète, évidemment. Merci, bonsoir. Personne qui considère l'art comme une valeur essentielle. Et oui. Personne qui affecte le culte raffiné du beau, formel, au détriment de toute autre valeur. Et oui. Notamment, là, je suis allée au musée des Beaux-Arts de Paris. Voilà, juste un mot sublime. Hors sujet total, qu'on adore, bien évidemment. Mais en fait, ce qui est intéressant dans l'astrologie, c'est que c'est un moyen d'analyse des traits de personnalité, un peu comme le MBTI. Donc le MBTI, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai pas terminé comme tout à l'heure, je tergiversais. Le MBTI, c'est un formulaire, un questionnaire qui permet d'avoir une étude de sa personnalité, enfin un résultat de personnalité. Oui, plutôt d'avoir un des profils de personnalité sur lequel on se rapproche le plus en fonction de comment on a répondu aux questions. Ça peut être aussi très intéressant de pouvoir se connaître, parce que moi je l'ai fait et je trouvais que l'analyse qui a été faite était plutôt véridique. C'est pas faux. Pardon. Et pourquoi l'astrologie finalement? Moi je vous conseille, hein, aïe. Je vous conseille vraiment de faire le thème astral, de faire votre thème astral. Parce que le signe solaire, ok, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'astrologues qui partent du principe, pardon, que le signe solaire euh, est présent dans votre essence jusqu'à la trentaine et que ce qui va vraiment s'affirmer après 30 ans, ce sera votre ascendant. Ah, pour donner une métaphore du thème astral, pas du thème astral, non. Pour donner une petite métaphore,
de comment se constitue le thème astral. Le signe solaire, c'est un peu comme une maison. Le thème astral se représente comme une maison. Euh, le fondement, donc les racines de la maison, donc la cave, vraiment les parties qui ne sont pas visibles, qui sont très profondes, qui est même la construction et la base même de la maison, donc les fondations même, ça va être la lune. On va pouvoir représenter ça par la lune, qui est la représentation des émotions. Le milieu de la maison, donc ce qui est le plus visible, enfin non, ce qui est, on va dire, le fond même, hein, mais pas, voilà, qui est visible, ça va être votre signe solaire. Donc c'est la partie du milieu finalement de la maison. Et le toit de la maison, ça va être l'ascendant, ce qu'on voit le plus, ce qui est intégralement visible au monde entier. Donc c'est comment vous vous représentez, comment vous vous comportez dans le monde et les interactions que vous allez avoir dans le monde réel. Dans le monde réel, comme si on était dans un jeu vidéo. Mais c'est un peu ça, c'est qu'en fait, on va pas du tout avoir... Après, c'est que mon analyse, hein, on va pas du tout avoir pas la même personnalité, mais le même comportement. Quand on est en société, au travail, dans les transports en commun, avec des amis, avec notre famille, avec notre conjoint, avec nos enfants, on va pas du tout avoir le même comportement. On suffit de le voir, par exemple, quand on est avec nos grands-parents, on va s'adapter à eux, on va parler un peu plus fort, on va les aider peut-être à se déplacer, on va être plus à leur écoute. Et, euh, et être peut-être un petit peu plus dans l'écoute, parce qu'on sait que c'est... Enfin, dans la pensée collective, finalement, ils ont beaucoup à nous transmettre, c'est plutôt ça. Donc, j'étais en train de réfléchir à me dire comment on est en société avec des personnes âgées, bah, on leur montre du respect parce qu'ils ont vécu et qu'ils ont à nous apprendre. Peut-être être plus à l'écoute, finalement. Et avec nos amis, on va être beaucoup plus détendu, on va se libérer, enfin, après ça dépend quel ami encore, hein, parce que on peut avoir des connaissances avec qui on sort de temps en temps. Et je pense qu'on a tous des groupes d'amis ou des personnes avec lesquelles on va partager des choses différentes. On va avoir l'ami fêtard avec qui on va pouvoir sortir, boire des coups et ce sera très superficiel, très futile et dans la déconne. On va avoir l'ami philosophe avec qui on va pouvoir philosopher et raconter nos péripéties amoureuses, par exemple, ou parler de la vie, tout simplement, des projets, des objectifs. On va avoir l'ami très pragmatique qui va nous donner des conseils. Il faut que tu investisses dans l'immobilier, je te dis. Non mais ça va marcher. Je sais pas pourquoi je parle d'immobilier, mais pragmatisme pour moi, c'est ça. C'est le profit, il faut faire des choses pour réussir. Et